Cette semaine à InfoCam, une saison remplie de nouveautés à la station plein air de Saint-Pacôme. Une nouvelle entente de développement culturel pour la MRC de Kamouraska. La toute première guignolée de l'option média du cégep de l'Apocatière. Une nouvelle microbrasserie à Saint-André. Et finalement, un nouveau roman pour le romancier et journaliste Maurice Gagnon. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Commençons tout d'abord l'émission avec les nouveautés de la station plein air de Saint-Pacôme. Nous avons rencontré le nouveau président du conseil d'administration, André Michaud, et aussi le nouveau gestionnaire de la station, Stéphane Parent. Monsieur Michaud, pourquoi avoir accepté la présidence du conseil d'administration de la station plein air? Bien, écoutez, je suis impliqué dans la station plein air depuis 52 ans, depuis que ça existe. Ça m'a toujours tenu à cœur. Je suis aujourd'hui retraité. Il y a 2 ans, on a fêté le 50e anniversaire de la station. J'ai pris la présidence du comité organisateur des fêtes du 50e. Et cette année, le poste de président était disponible. Les gens m'ont demandé de prendre la présidence et je ne me suis pas fait tirer trop longtemps. J'ai accepté parce que je pense que je peux encore apporter quelque chose à la station plein air. Et pourquoi avoir engagé Stéphane Parent? Bon, là, la question d'engager un gestionnaire est arrivée l'an dernier parce que on était tous, bon, je vais le dire comme je le pense, on était tous des vieux de la vieille dans l'organisation, un petit peu ankylosés dans nos habitudes. Bon, et on dit on va essayer telle affaire. Quelqu'un dit on l'a déjà essayé, ça n'a pas marché. Bon, finalement, on entend parler de M. Parent, de son dynamisme. On le rencontre, il nous présente ça, il nous donne sa façon de voir les choses et on dit... c'est le coup de pouce que ça nous prenait. C'est le coup de pied, finalement, que ça nous prenait pour nous lancer par en avant puis nous dire, regarde, on sort des sentiers battus, on revoit la façon de faire les choses et on y va de l'avant. Quand on parle de changement, de nouveautés, on parle de financement. Est-ce que vous allez essayer de chercher du financement à l'extérieur pour reflouer les coffres de la station? La question de financement est assez simple. On a déjà eu la réponse il y a 2 ans. On avait allé jusqu'à il y a 5 ans, 900 cartes de saison de vendues, donc 900 clients. Ça a diminué d'année en année jusqu'à il y a 2 ans où on en avait 600 cartes seulement de vendues. Alors, c'était difficile d'arriver puis d'essayer d'aller convaincre des partenaires, de dire, investissez, aidez-nous à investir. La réponse qu'on avait, oui, mais regarde, vous n'avez plus de monde qui font du ski. Là. Pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'argent là-dedans? Ça va être un éléphant blanc. Il n'y en a plus. Alors, ils ont dit, si la journée où vous aurez une clientèle suffisante, revenez nous voir. Alors, l'année passée, on a lancé une campagne de financement qui nous a rapporté la vente de 800 cartes de saison. Cette année, on a sensiblement le même nombre de cartes de saison de vendues que l'an dernier. Par contre, comme on vous l'a annoncé, on offre cette année une nouveauté, une carte de saison pour le ski de soirée seulement, à un prix de 159 pièces pour 2 personnes. Là, regarde, ça fait 80 pièces pour 36 soirées de ski minimum. Alors, ça ne revient pas très dispendieux. Et on espère avec ça augmenter encore, on n'espère pas, on est convaincu d'augmenter notre membership. Et à partir de là, mais on pourra recommencer à parler avec nos partenaires,
Qu'est-ce que vous allez apporter à la station plein air? Bien, je pense que ça va être un modèle de gestion qui va être différent de ce qui s'est fait par le passé. Alors, on va intégrer beaucoup de ressources humaines. On va intégrer, je pense, que des modèles, des politiques pour faire fonctionner la station différemment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque les gens viennent nous voir, qui achètent un billet de 3 heures, 4 heures, aller glisser un peu, juste venir prendre un chocolat chaud avec nous, pour moi, ils avaient un petit bout de vacances, un petit bout d'agrément pendant 3-4 heures. Je m'en vais patiner. Alors, c'est ce qu'on va démontrer durant la prochaine année. Au niveau économique, c'est bien sûr que chaque gestionnaire a une façon différente de voir les choses. Nous, on pense qu'en faisant des investissements et en saisissant des parcelles de marché bien importantes, on va faire la différence au niveau économique. On va pouvoir, du moins, tout ce qu'on souhaite pour l'instant, c'est pendant les 2 prochaines années, bien stabiliser la station pour ensuite pouvoir rêver d'aller un peu plus haut, un peu plus grand. C'est-à-dire qu'on voit déjà le développement cette année au niveau des classes neige. Alors, l'année passée, ça a été une année excellente. Cette année, on a encore plus de demandes au niveau des classes neige. Fait que déjà là, on va être capable d'aller chercher du revenu. Au niveau aussi de l'école de glisse, elle a bien fonctionné. Il y avait X nombre de personnes qui sont venues l'année passée. C'est un marché agréable et disponible d'aller chercher des jeunes de 4, 5, 6 ans. Alors, ça, on n'avait pas ce marché-là avant. On va aller les chercher. Les tout-petits, là, on va les amener à venir glisser et à venir faire du snow avec nous et du ski. On va aller chercher aussi tout ce qui s'appelle au niveau de la restauration, c'est-à-dire que les infrastructures de la station plein air présentement offrent la possibilité d'avoir un resto-bar sportif. Alors, on va pouvoir offrir vraiment des midis, ce qui ne se faisait pas avant. Alors, on va avoir des heures vraiment stables à laquelle les gens vont pouvoir se réunir, venir prendre un verre, venir manger, amener même les enfants grignoter, qui est du ski ou pas de ski. Hein? Il y a des belles journées, il y a des journées qui sont un petit peu plus difficiles. Alors ça aussi, on va aller chercher une part de marché. Au niveau aussi, je pense, de la location en bas, il y a des gens qui vont amener certains projets très intéressants, peut-être des raquettes. Alors, il y a des possibilités d'aller chercher du revenu supplémentaire et de faire les investissements au bon endroit qui va nous ramener une part de marché qui est la nôtre et qu'il faut prendre. La MRC de Kamouraska vient de renouveler son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Pour cette nouvelle entente, 5 partenaires contribuent aussi au montage financier. Monsieur Soucy, quelle est la nouvelle entente de développement culturel? Bien, la nouvelle entente, en fait, c'est la 5e que la MRC de Kamouraska signe avec le ministère de la Culture et des Communications. Puis, ça permet le rayonnement, le déploiement de la culture au Kamouraska. Principalement, on supporte des organismes culturels supralocaux. On en a 9 de reconnus, des activités innovantes. On va même organiser, dans le cadre de cette entente-ci, une journée de réflexion sur le patrimoine religieux. Donc, c'est très vaste. Mais ce qui était très intéressant dans notre entente qu'on a signée avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est l'ajout de partenaires. On avait connu lors de la dernière entente le regroupement des caisses Desjardins qui s'était joint à nous. Puis vraiment, là, le bilan qu'on en fait était très positif. Puis cette année, le ministère nous donnait l'opportunité d'obtenir un budget d'appariement si on allait chercher d'autres partenaires privés. C'est ce qu'on a fait. Donc, le groupe coopératif Dinaco, la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, le CLD de Kamouraska, la SADC du Kamouraska se sont joints à nous pour nous procurer une enveloppe globale de 229 000 $ pour les 3 prochaines années. C'est une majoration par rapport à la dernière entente. Dans le contexte actuel, c'est merveilleux. Et justement, vous faites quoi du bilan des dernières années? Je pense que l'entente est très appréciée. Ça permet d'avoir une vision régionale de nos actions. C'est ce que nos partenaires nous disent aussi, plutôt que d'intervenir cas par cas, puis des fois, en fait, peut-être sans complémentarité, bien, l'entente là, permet de se doter d'une vision régionale. On a une table culture à la MRC, là, donc, qui est en place là, en lien avec la planification stratégique. On a un comité également d'évaluation des projets qui sont soumis à l'entente. Ça nous permet de se doter d'un plan d'action qui est beaucoup plus régional, donc d'être cohérent dans nos actions. Quels seront les plans d'action pour les prochaines années? Donc, on a conçu un plan d'action qui comprend peut-être 6 ou 7 actions. L'action qui a le budget le plus important, c'est le programme de soutien aux organismes culturels supralocaux. C'est une action qui était dans l'entente précédente, mais qu'on a décidé de poursuivre compte tenu des impacts positifs que ça amène. Donc, il y a 9 organismes culturels qui sont reconnus comme supralocaux qui ont accès à ce programme de financement-là. C'est beaucoup pour déployer des services, pour organiser des activités sur l'ensemble du territoire. Donc,
Donc, il y a cette action-là. Puis, il y a aussi une enveloppe dédiée aux institutions muséales. Parmi les supports locaux, il y a 5 institutions muséales. Puis, depuis longtemps, il y avait des partenariats qui étaient souhaités entre eux. Puis, cette enveloppe-là va permettre là, de développer des projets de partage de services, des choses comme ça. Il y a aussi, on avait eu dans l'entente précédente une étude sur le tourisme culturel qui disait que certains de nos attraits manquaient d'aménagement, puis qu'on avait beaucoup de choses, mais que c'était pas organisé en expérience ou en forfait. Donc, on tente d'organiser des expériences types ou des journées types que les visiteurs vont pouvoir avoir des circuits guidés, en fait. Puis, on a aussi un petit programme d'embellissement pour mettre en valeur les abords des lieux touristiques et patrimoniaux. On a le maintien des Journées de la culture, du programme pour les projets innovants lors des Journées de la culture. On a aussi l'ajout d'un deuxième volet pour les projets innovants, en tout temps, pour nouvelles technologies, art public, créneaux qui ne sont pas couverts. Tu sais, s'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas couverts, qui seraient intéressants, ou des créneaux qui sont porteurs pour la région, donc il va y avoir un autre programme pour les projets innovants dans ces secteurs-là. On a aussi un petit budget pour le patrimoine religieux. Puis la première action, comme on l'a dit tantôt, c'est un forum sur le patrimoine religieux, l'avenir de nos églises, qui va avoir lieu le 17 janvier. Puis aussi, on a le maintien de la rencontre annuelle, là, qui est une occasion pour les gens de se rencontrer, de réseauter. En gros, c'est pas mal ça, les actions de l'entente. C'est la première édition de la guignolée de l'Option Média du Cégep de la Pocatière. Ils feront appel à votre générosité le 5 décembre prochain. Nous avons rencontré Joanie Ouellette, enseignante et responsable de cette guignolée. Alors, dans le cadre de la grande guignolée des médias qui a lieu à grandeur du Québec, nous, à la Pocatière, dans le programme Arts, Lettres et Communication Option Médias, nous avons décidé de mettre en place une guignolée qui va avoir lieu le jeudi 5 décembre prochain, de 8 h le matin à 15 h en après-midi. Et les élèves seront postés à l'intersection de la 6e avenue et de la 1er rue. Et ils vont ramasser les dons en argent que les automobilistes vont bien vouloir offrir. En parallèle à cette activité, il y a aussi des étudiants qui seront à la cathédrale, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, pour ramasser la nourriture qui va servir à concevoir les paniers de Noël. Alors, il y a vraiment deux volets, si vous voulez, à cette activité, à cette guignolée, mais tous les dons recueillis, autant en argent qu'en denrées non périssables, seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour les citoyens de Saint-Onésime et la Pocatière. Et c'est important pour les étudiants de participer à la guignolée? Oui, ils sont très enthousiastes par le projet, d'autant plus qu'il y a un volet très pédagogique également. Alors, on inclut la guignolée dans le cours approche de la communication et les élèves ont conçu les affiches publicitaires, ont conçu les billets de courtoisie. Ils vont couvrir l'événement de différentes façons, en prenant des photos, en faisant des vidéos. Alors, il y a quand même une implication qui va chercher leurs compétences qu'ils sont en train de développer, leurs habiletés, si vous voulez, en communication. Combien pensez-vous récolter pour cette journée? Pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée, étant donné que c'est la première édition. Je ne sais pas du tout de quelle façon ça va se dérouler. On espère le plus possible, bien sûr. L'année prochaine, on pourra avoir, si vous voulez, un montant de base qu'on souhaiterait dépasser, mais cette année, on espère que les gens soient généreux. Une nouvelle microbrasserie, au nom plutôt sympathique, Tête d'Allumette, s'est installée dans la municipalité de Saint-André. Cette nouvelle microbrasserie propose un lieu de dégustation dans un endroit des plus charmants avec une vue sur le fleuve à couper le souffle. Nous avons rencontré les 2 propriétaires. En fait, c'est un long projet. On travaille là-dessus depuis presque 3 ans. Nous, moi et Martin, mon conjoint, on était copropriétaires de l'entreprise à Kamouraska, la Camarine, qui a malheureusement brûlé en 2009. Suite à cet incendie-là, nous, on a gardé le désir de vouloir bâtir une microbrasserie dans la région ici. Quand cet endroit-là est venu en vente, il y a 2 ans et demi à peu près, on a dit « OK, c'est ici que ça se passe, le lieu est magique ». Fait que depuis ce temps-là qu'on travaille en fait à bâtir cette microbrasserie-là ici à Saint-André-de-Kamouraska. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Pour l'instant, on n'a pas commencé à brasser dans nos installations. Martin vous expliquera ça tout à l'heure. Pour cet été, puis pour cet automne, notre recette est brassée aux Îles-de-la-Madeleine dans une autre microbrasserie. Alors, nous, on a envoyé notre recette aux Îles-de-la-Madeleine. On a demandé à Jean-Sébastien, le brasseur là-bas, de brasser notre bière, la Petite Lévesque. Donc, on a notre Petite Lévesque ici en vente en fût au bar. Puis, on complète toujours le menu avec d'autres bières de d'autres microbrasseries au Québec.
On offre aussi un petit menu, en fait, à déguster avec les bières. C'est vraiment des produits locaux de la région. On a du poisson, de la poissonnerie Lausier à Kamouraska, du bon maquereau fumé. On fait affaire avec une petite entreprise aussi à la Pocatière, Grelot, Bâton et compagnie. On a leurs petits saucissons, on a le fromage du mouton blanc. Puis ce qui nous démarque un petit peu, c'est qu'on a eu l'audace de faire des pogos, réinventer le pogo. Alors, on a fait faire une saucisse par Grelot Bâton encore. Puis, on a fait une pâte à la bière. On a loué une cantine. On s'est fait des pogos maison, en fait, qui sont très bons à déguster avec nos bières. Et est-ce que vous êtes ouvert à l'année? Oui, en fait, c'est notre souhait. Quand on a commencé la microbrasserie ici, on se disait, nous, on est de la région, on trouve qu'on n'a pas de lieu pour nous l'hiver. Il y a des choses l'été, mais malheureusement, l'hiver, la plupart des choses ferment. Puis on sentait qu'il y avait un manque, en fait, pour nous. Puis là, on se rend compte que ce manque-là, il n'était pas juste pour nous. On se rend compte que les gens du coin sont contents qu'on soit ouvert à l'année. C'est sûr que pour l'instant, on n'est pas ouvert tous les jours. On est ouvert du jeudi au dimanche. Suite à la demande aussi de clients, on a décidé d'ouvrir les mardis soirs pour le hockey parce qu'il y a des gens qui aiment le hockey. Alors, on s'est doté d'un projecteur, d'un écran géant, puis le mardi soir, maintenant, on diffuse le hockey. L'horaire va peut-être changer après les fêtes, mais c'est sûr qu'on va être ouvert à l'année. Peut-être des plus petites périodes, on va aller avec l'achalandage, mais notre souhait, c'est d'ouvrir à l'année, en effet. Et le temps des fêtes arrive. Est-ce qu'on peut réserver la salle pour des parties de Noël? Ou... Oui, ça, c'est commencé aussi. En fait, nous, on est vraiment à l'aise de vous louer la microbrasserie au complet les journées qu'on est fermé. Les journées qu'on est ouvert, bien là, on essaie de voir avec les gens si c'est correct avec eux, que je laisse la porte ouverte pour que les clients que je ne peux pas avertir puissent quand même venir. Si on fait 30 minutes d'auto, je ne veux pas les refuser parce que j'ai quelqu'un ici, un party privé. Mais il y a des jours qu'on est fermé, fait que ça ouvre à ça. Ça ouvre aussi à ouvrir pour des groupes corporatifs qui voudraient louer la microbrasserie pour faire des réunions le jour. On finit ça par un petit 15-5 à 7 avec une bière, alors c'est bien sympathique. Puis l'endroit est assez inspirant, fait que ça s'y prête tout à fait, en fait. Monsieur des hôtels, qu'est-ce qui va vous différencier des autres microbrasseurs? En fait, on a eu le pari un peu fou de décider de brasser sur feu de bois. Donc, notre bouilloire va être alimenté par un feu de bois. On a travaillé pendant 1 an et demi à peu près avec Solutions Navica à la Pocatière pour développer une cuve d'ébullition qui va carrément être chauffée sur un feu de bois. Donc, c'est une marmite d'à peu près 2000 litres qui est positionnée sur un poêle à bois qui a été modifié. Puis ça a été assez compliqué de mettre ça au point. Donc, ça va faire un produit fini qui va être très différent. Puis c'est ça, c'est le terroir québécois, c'est le terroir du Kamouraska qu'on essaie de mettre à l'avant, ce qui va nous donner une saveur assez distincte. Et qu'est-ce que vous allez proposer comme bière? Ma tendance, c'est de brasser surtout des bières anglaises, mais on va s'amuser à faire un petit peu toutes sortes de choses. On a une particularité avec notre eau ici, c'est que l'eau est plutôt dure, ce qui représente assez bien le style anglais. Étonnamment, c'est ce que j'aime brasser depuis toujours aussi. Donc, l'eau va nous apporter une typicité à notre produit. En plus, le fait d'avoir bouilli ça sur feu de bois, ça va densifier toutes les saveurs. Il va y avoir une caramélisation du mou plus accentuée que les brasseries normales. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces cuves-là, la façon dont c'est conçu, les gens s'arrangent pour qu'il n'y ait absolument pas de différence de température entre les côtés et le fond de la cuve. Nous, on fait tout à fait l'inverse. On envoie du feu directement sur le fond de la cuve, ce qui fait que les sucres vont être soumis à une température très élevée, ce qui va densifier toutes les saveurs. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en Amérique d'ébullition sur feu de bois. Pourquoi vous avez eu cette idée? C'est lors de vos voyages? Oui, c'est ça. L'idée est née, en fait, dans un voyage que j'ai fait avec un de mes amis brasseurs. On est allé faire un petit tour en Europe pour se donner des idées, aller voir des brasseries qui travaillent de façon très différente de ce qui se fait ici en Amérique parce qu'ils sont tout simplement là depuis des centaines d'années. On a croisé une brasserie en cours de route qui travaillait sur feu de bois. Puis aussitôt qu'on est entré dans la place, puis qu'on a vu la masse de briques, puis le trip de bouillir au bois, on a cliqué que c'était ça. Que c'était ça qui était pour se passer ici, d'où le nom de Tête d'allumette d'ailleurs. On voulait faire une référence par rapport à notre façon de produire qui est un peu différente. Il ne faut pas se cacher non plus qu'on est rendu avec énormément de microbrasseries au Québec. Nous, on voulait être ancrés dans le terroir du Kamouraska. On voulait trouver une typicité. On travaille avec des intrants de proximité. On a fait pousser notre grain ici à côté. C'est ça. C'est typique du Bas-Saint-Laurent, du Québec en général, de chauffer au bois, puis les vieilles maisons sont chauffées au bois. Donc, c'est ça. Ça ajoute aussi un défi supplémentaire parce qu'évidemment, ça va être assez compliqué de brasser d'arriver à avoir une précision aussi efficace avec un feu de bois que de travailler avec la vapeur ou l'électricité comme la plupart des brasseurs font. Maurice Gagnon, journaliste et romancier, nous présente son tout dernier roman, Les Amants de Port-Joli. Mais juste avant de vous présenter l'entrevue avec ma collègue Marie-André Dupéré, Maurice Gagnon a généreusement offert un de ses romans à nos téléspectateurs. Donc, je pose une question en rapport avec l'entrevue et le premier qui nous écrira recevra ce roman.
Ma question est, quel est le nom de l'historien qui a influencé Maurice Gagnon à écrire son dernier roman? Vous pouvez nous écrire à presse@tvck.org. Dites-nous combien de livres avez-vous à votre actif? J'en ai 4 qui ont été publiés. 4 écrits aussi, là, ça va ensemble. Le premier avait sorti en 2000. Ça s'appelait « Seul l'assassin a le droit de mentir ». C'est un roman policier. Je parle au passé parce que c'est un roman qui est épuisé. Il n'y en a plus sur le marché. Après ça, en 2005, est sorti « Coup de théâtre », qui était aussi un roman policier, suivi de « L'île silencieuse », aussi un roman policier. Donc, mes 3 premiers étaient j'étais dans le roman policier. Et pour le 4e, petit changement de direction. Je suis dans un roman basé sur un fait historique, cette fois-ci. Un événement qui a eu lieu en 1774 sur la Côte-du-Sud et qui s'appelle Les Amants de Port-Joli. Comment vous vous y êtes pris pour faire la recherche de ce livre-là, qui est quand même bien différent des autres? Oui, bien, d'abord, l'histoire des Amants de Port-Joli, je disais que c'est un fait vécu. Un historien avait déjà travaillé sur cette affaire-là et avait publié un essai quelques années auparavant, Gaston Deschênes. Et cet essai-là a été un peu mon point de départ, même que c'est un peu lui-même qui m'avait proposé de faire un roman à partir de son essai, en me disant « Mais tu ne trouves pas que ça ferait un bon roman? » Puis de fil en aiguille, j'ai embarqué dans le projet. Mais il y avait quand même une part de recherche qui s'imposait, dans le sens où tout le quotidien de ces gens-là. En 1774, il y a un repas, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les assiettes en 1774? Les gens sont habillés avec quel tissu? Toutes ces petites choses-là de la vie courante, ça, la vraie histoire ne me le disait pas. Donc, ma recherche a beaucoup porté dans cette facette-là. Le côté, même les bâtiments, comment étaient fabriquées les maisons, la chapelle. Bon, c'est ce qui m'a demandé le plus de recherche pour ce livre-là. Est-ce que vous aviez des contraintes du genre, est-ce que c'était obligé d'être à 100% historique ou vous aviez le droit un peu de romancer? Bien, ça a été au début. Peut-être pas mon problème, mais je dirais mon défaut. Au commencement, j'essayais trop d'être fidèle à la vraie histoire. Puis, sauf que la vraie histoire, il y a des côtés qu'elle ne nous dit pas. Il y a des choses que la vraie histoire ne nous dit pas. Et j'osais pas aller dans ces zones-là. Mais après cette première version-là, j'ai décidé d'ouvrir en tout cas de m'ouvrir aux autres avenues. Et par exemple, la finale, la conclusion, bon, on n'a pas fait un petit résumé de l'histoire, mais en gros, c'est deux personnes, un homme et une femme qui veulent se marier. La femme est veuve et l'homme est célibataire, donc en apparence, il n'y a rien qui peut les empêcher de se marier, sauf que l'Église refuse de les marier. Et si bien qu'ils vont improviser lors d'une soirée bien arrosée un simulacre de mariage. Ça va venir aux oreilles du curé, ça va venir aux oreilles de l'évêque, la chicane va pogner, il va excommunier le couple, mais ainsi que tous ceux qui ont participé à la noce. Il va fermer l'église, fermer le cimetière, et à cette époque-là, être excommunié, c'était tout un drame. Donc, ces gens-là vont être mis au banc de la société parce qu'il ne fallait pas côtoyer, il ne fallait pas fraterniser avec des gens qui avaient été excommuniés, si bien qu'ils vont devoir quitter la région, s'exiler. Ils vont aller vivre dans la région du Bic, Capcha aussi, pendant plusieurs années. Ils vont essayer de se marier là-bas sans jamais réussir. Et ils vont revenir 25 ans plus tard, s'installer à Rivière-Ouelle. Et on sait de la vraie histoire qu'ils n'ont jamais pu se marier, mais ils ne se sont non plus jamais quittés. Sauf que le but du livre aussi, c'est pourquoi est-ce que l'Église refusait tant de les marier? Bien, ça, je ne le dirai pas aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un peu la trame de mon histoire. Mais ça, cette conclusion-là, je dirais, la vraie histoire ne nous la dit pas. On a une bonne idée de ce que ça pourrait être, mais elle ne nous la dit pas. Moi, j'ai inventé cette finale-là, sauf qu'après en avoir parlé avec l'historien Gaston Deschênes, il me disait, il y a des bonnes chances que ce soit effectivement ça. On n'a pas la preuve que ce soit ça, mais il y a des bonnes chances que ce soit ça. Et ça, justement, au début, je n'osais pas aller dans ces sphères-là. Et après, j'ai dit, bon, ben pourquoi? C'est mon rôle, pas d'historien, mais mon rôle de romancier, c'est d'aller là où l'histoire ne nous permet pas d'aller. On peut se le procurer à quel endroit? Il est disponible dans toutes les librairies, notamment la librairie L'Option à la Pocatière. Il y en a chez la librairie, à la Tabagie l'Unique, ici à Saint-Pascal, des exemplaires aussi.
Et dans les autres librairies au Québec aussi, si jamais, par hasard, il n'était pas présent sur les tablettes, le libraire pourrait le commander sans difficulté. Et un autre fait peut-être intéressant aussi, c'est que pour les utilisateurs de tablettes électroniques, le livre est disponible en version électronique. Donc, on peut, sur iTunes ou je pense les autres distributeurs de livres numériques, on peut se le procurer aussi en version numérique. Dans la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux, 2 parties ont été disputées en fin de semaine. Vendredi 22 novembre, Saint-Pascal s'est fait enlever la victoire en prolongation 2-3 contre Saint-Jean-Port-Joli. Et dimanche 24 novembre, Saint-Pascal, qui visitait Saint-Damien, a perdu au compte de 4-7. En terminant, ne manquez pas le 5 à 7 pour lancer l'exposition Moments poétiques de l'artiste Yvan L'Espérance. Cette soirée se passera à l'édifice Gérard Dallaire à la Pocatière le 5 décembre prochain. C'est déjà tout pour l'Infocam de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas de participer au concours du roman Coup de théâtre. On se revoit la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org.